Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Bonjour. nouveau webinaire de l'IRCE dédié aujourd'hui à la cybersécurité et que j'ai le plaisir de vous proposer en partenariat avec FreePro et avec le réseau Entreprendre Provence. On a d'ailleurs aujourd'hui avec nous Radou Calin et Mélanie Brando de FreePro qui sont Bonjour à nos tous. experts qui vont animer le Bonjour. webinaire. Bonjour. Bonjour Radou, bonjour Mélanie. Alors, juste un petit mot d'abord technique. Si vous avez un petit souci si vous ne nous entendez pas, que vous ne nous voyez pas, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat sur la droite. Ce chat, il va vous servir aussi à nous poser toutes vos questions pendant le webinaire et on répondra à vos questions en fin de webinaire. On aura une session qui pourrait être assez longue de questions-réponses, parce que l'idée, c'est pas qu'on soit à sens unique. Je vous dire aussi que ce webinaire sera disponible en replay, donc vous pourrez le revoir ou le partager à des personnes à qui le sujet pourrait intéresser. Et vous pourrez télécharger aussi le support que vous allez voir. Voilà. Alors, pourquoi la cybersécurité ? Eh bien, à l'IRCE, notre spécialité, c'est de vous accompagner dans votre vision stratégique. Et qui dit vision stratégique dit aussi anticipation des risques. Et qui dit anticipation des risques, dit de plus en plus question de la cybersécurité, de plus en plus présente dans une ère du tout numérique. Il faut aussi bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les cyberattaques, elles ne concernent pas que les grands groupes. On ne parle pas uniquement d'attaques ciblées auprès d'institutions ou de grands groupes à des fins ciblées. On a aussi tout un tas de cyberattaques qui sont envoyées comme un espèce de grand filet, avec des automatismes qui font que les problématiques les virus vont s'immiscer dans des trous de souris que vous avez laissés, des failles de sécurité que vous avez laissées sur votre site ou sur d'autres outils informatiques. Donc, concrètement, et on peut en témoigner, nous, l'IRCE, parce qu'on a été cyberattaqué il n'y a pas longtemps, alors qu'on n'est pas un grand groupe. Vraiment, ça concerne aussi les TPE et les PME. Et c'est pour ça qu'on souhaite vous proposer d'en parler aujourd'hui ensemble pour simplement comprendre les grandes lignes de comment ça fonctionne et comment on peut se protéger et anticiper ce genre de problème. Voilà, alors j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser la parole à nos experts du jour, Radou et Mélanie. Je reviendrai en fin de webinaire pour vos questions-réponses et pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur ce sujet. À vous, Radou et Mélanie. Merci Christophe. Donc, Merci. bonjour à tous. Le thème du webinaire d'aujourd'hui est comment préparer concrètement mon entreprise face aux cyberattaques. Donc, l'idée, c'est que vous repartiez de ce webinaire avec des actions concrètes à mettre en place dans vos entreprises respectives. Donc, tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, pour ma part, je suis Mélanie Brando. Je suis chef de produit chez FreePro. Et de mon côté, Radou Calin, je suis responsable marketing spécialement orienté vers les TPE et les PME. Donc j'ai souvent des retours de par les équipes commerciales des entreprises de très petites et petites à moyennes entreprises. Et j'allais vous commencer par vous présenter la société pour laquelle on travaille, FreePro, qui n'est pas forcément très connue aujourd'hui de toutes les entreprises et les collectivités, puisqu'elle n'a que 3 années d'existence, cette marque. Ça fait depuis 2021. C'est une entreprise donc, qui est une filiale du groupe Iliad, donc, qui porte la marque Free, que vous connaissez sûrement de par sa présence auprès des particuliers avec la box et les lignes mobiles. Et aujourd'hui, FreePro est la filiale qui est dédiée aux entreprises et aux collectivités. 10 agences qui maillent la France aujourd'hui, qui ont pour vocation d'être au plus près du coup de ces entreprises et de ces collectivités. Et on va voir que c'est un point non négligeable, c'est une entité de droit français. Donc le traitement des données et l'actionnariat est intégralement français, n'est plus coté en bourse d'ailleurs depuis maintenant quelques années. Et c'est une société donc, qui fournit des solutions à destination des entreprises, donc autour de la marque Free qui est déjà connue côté grand public, et des solutions d'accès Internet, de téléphonie, d'hébergement des données. Et donc naturellement, la préoccupation de nos clients a été de nous demander de s'équiper de solutions de cybersécurité. C'est pourquoi on a fait l'acquisition d'une société spécialisée dans la cybersécurité il y a ça 1 an, en avril
2023 qui s'appelle iTrust, donc qui était une société déjà active dans le domaine depuis 15 ans, qui est également une société française. Et pour vous donner un peu de contexte, ces cyberattaques, effectivement, elles ne visent pas que les grandes entreprises. On constate qu'elles s'adressent de plus en plus aux petites et moyennes et voire même aux TPE. Et je voulais rebondir sur un élément de l'actualité de fin juin. Plus de 400 salles de théâtre ont été attaquées. Donc vous avez peut-être reçu des messages si vous allez voir un spectacle, parce que la billetterie a été attaquée. C'est une TPE, c'est une société qui a entre 10 et 19 salariés, qui gérait du coup toute la billetterie de ces salles de spectacle, qui a été visée justement parce que l'exposition des données personnelles qu'on dépose quand on réserve une place de théâtre était intéressante pour les cyberattaquants. Et c'est vraiment un contexte aujourd'hui qui est particulièrement propice aux cyberattaques. Et on va le voir avec Mélanie. Donc, en effet, tout d'abord, un petit point au niveau contexte et puis panorama des et de l'environnement. Donc quelques chiffres assez impactants, notamment le premier, 90% des cyberattaques proviennent d'une erreur humaine. Donc ça aussi, c'est une idée reçue qu'on peut remettre en cause, selon laquelle les outils font tout et que la mise en place d'outils, notamment antivirus, permettent de se prémunir de toutes les attaques. Et bien en réalité, c'est l'utilisateur qui va permettre à un moment à un attaquant de mener à bien son attaque, notamment pour les attaques de phishing. Donc on le voit sur la partie de gauche, qui reste l'attaque la plus répandue aujourd'hui. La plupart des cyberattaques rentrent d'abord par un mail de phishing. Ensuite, l'autre information, c'est que 52% des entreprises françaises ont été ciblées par au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Donc c'est plus de la moitié des entreprises. Et là encore, comme le disait Radou juste avant, c'est vrai que ce ne sont pas uniquement les grosses entreprises qui se font attaquer. Et pour revenir sur le classement des principales attaques, on va retrouver en deuxième place les attaques par ransomware, les attaques par rançongiciel, c'est-à-dire un virus qui va entrer dans le système informatique et qui va chiffrer les données et qui va demander une rançon à l'entreprise en échange de la récupération des données. Donc un petit mot aussi sur ce type d'attaque qui est énormément répandu. Si vous êtes victime d'un rançongiciel, le conseil est de ne pas payer la rançon, puisque en effet le fait de payer une fois la rançon pourrait inciter le pirate à vous demander une seconde rançon pour, par exemple, ne pas divulguer les informations sur le darknet, puisque vos informations ont de la valeur, les informations de vos clients ont de la valeur et se revendent très bien sur le darknet. Mais malheureusement, si vous vous faites attaquer, un pirate vous demande une première rançon. Bon, par essence, le pirate n'est pas digne de confiance. Donc, vous ne savez pas si, d'une part, vous allez récupérer vos données et d'autre part, si les informations ne sont pas déjà sur le darknet. Donc, on verra un petit peu plus tard dans le webinaire comment justement anticiper ce type d'attaque et comment y faire face. Mais voilà, le conseil, c'est de ne pas payer la rançon et plutôt de porter plainte et de se retourner vers son assureur. Et enfin, la troisième attaque, c'est l'attaque dite de DDoS, de déni de service. Donc là, c'est une attaque qui fait appel à des robots qui vont simuler une multitude de connexions vers un site web dans un but malveillant, dans un but de faire planter le serveur et de rendre le site inaccessible. Donc voilà pour les attaques les plus courantes qu'on retrouve. Et on va vous proposer un petit sondage pour tester vos connaissances. Alors, ce sondage, on vient de vous le partager. Ça a été partagé, très bien. Donc, vous voyez sur la droite, comme nous d'ailleurs, sur la droite, vous avez un petit onglet chat et un petit onglet sondage. Voilà. Je vois qu'on a une première personne qui a commencé à y répondre. 2, 3, ça y est. Alors, on voit quand même qu'une majorité
est fixé sur 50 000, quelques-uns sur 15 000. Ouais, je ne sais pas si vous voulez réagir, Radou et Mélanie. Je vais fermer les votes. Ouais, en Ouais, vous comme ça, vous présentant les pouvez. cyberattaques, on s'est douté que ça pouvait faire monter les enchères. Donc effectivement, on a tendance à surévaluer, à dire que c'est 50 000. La moyenne, effectivement, c'est plutôt 15 000, mais qui est déjà un chiffre assez élevé. Et ça recouvre étonnamment pas forcément que des pertes simplement de productivité, mais surtout des coûts directs qui peuvent être les coûts de recours à un prestataire spécialisé, les coûts de frais d'avocat. Également les coûts de paiement de rançon, puisque comme on l'a vu avec Mélanie, souvent en fait, les entreprises, en se disant je veux absolument retrouver mes données et récupérer mon activité, finissent par payer les rançons. Donc c'est ce qui fait que du coup aujourd'hui on est à 15 000 € en moyenne sur le coût des cyberattaques, mais sachant que ça peut aller bien plus haut pour les plus grandes entreprises, parce que là, il y a beaucoup plus de données en jeu. Et on va attaquer par un deuxième sondage sur cette cybercriminalité qui est un métier lucratif. Le sondage est ouvert. Donc la question étant, combien de revenus génère la cybercriminalité par an? Selon vous, 1 000 milliards par an, qui correspond au revenu de la contrefaçon, 320 milliards par an, qui correspond au revenu du trafic de drogue, ou 1 500 milliards par an, qui équivaut au PIB de l'Espagne. Alors, on a une majorité de 320 milliards, mais ça commence un peu à s'équilibrer avec 1 000 milliards par an. Voilà, 75-25. 77-23. Allez, je ferme les votes pour les publier, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Tac, voilà. Vous étiez en grande majorité dire 320 milliards d'euros, et effectivement, c'est même plus effectivement que les revenus de la contrefaçon. Donc on estime ça à 1 500 milliards d'euros, le PIB de l'Espagne. Notamment parce que effectivement la valeur du coup des données est très importante et se revend très cher sur le dark web. Donc c'est devenu un métier lucratif. Donc il y a beaucoup de cyberattaquants, et notamment le fait de pouvoir avoir accès à un code pour pouvoir mener une cyberattaque aujourd'hui, c'est librement diffusé sur le dark web. Donc, on peut payer 15 à 50 $ et avoir déjà un code pour attaquer. Donc, c'est vraiment un revenu qui est très lucratif. Et c'est ce qui explique que malheureusement, en fait, de plus en plus d'entreprises sont ciblées, et notamment par les cyberattaques qui sont arrivées. Sur 347 000 cyberattaques, il y a 330 000 qui ciblaient les PME. Parce que une bonne porte d'entrée pour pouvoir plus facile à attaquer qu'une grande entreprise, et une bonne porte d'entrée pour pouvoir récupérer les données d'une grande entreprise, parce que c'est parfois un sous-traitant, et notamment quand exposé sur Internet au travers d'un site web, comme l'a été malheureusement IRCE il n'y a pas très longtemps. On a deux questions. Quelqu'un qui nous demande, pardon, quelle est la bonne réponse? C'était bien 1 500 milliards, hein, c'est ça? 1 500 milliards, oui, tout à fait. Et Tout à fait, c'est le Jonas PIB de qui l'Espagne. demande le coût direct. Est-ce le coût direct moyen, je pense que c'était pour la première question, est-ce le coût direct moyen ou coût indirect? Pour la première question, le coût direct, c'est à peu près la moitié du coût des 15 000 €, donc c'est 7 500. Après, il y a le coût indirect, effectivement, et notamment les pertes de productivité associées, pertes d'image. Enfin, il y a énormément d'autres conséquences, et on va le voir avec Mélanie, mais c'est vrai que le coût direct, c'est qu'une petite partie du coût d'une cyberattaque. Ouais. On parle par entreprise, hein, bien sûr. Ouais. Donc maintenant qu'on a posé le décor, je vous propose d'aller un petit peu plus loin pour comprendre la mécanique qui se met en place et comment un attaquant à un moment donné
réussi à mener à bien son attaque et quelles sont les différentes étapes. Donc tout d'abord, un pirate va chercher à identifier sa cible, puisqu'on est de plus en plus face à des attaques qui sont sophistiquées, avec des personnes malveillantes qui se renseignent sur l'entreprise et qui arrivent finalement à s'approprier des informations. Mais comment elles y arrivent à récolter ces informations? Eh bien, tout d'abord, ça se passe par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc c'est une tactique d'attaque qui vise le collaborateur, donc qui va viser l'humain, et qui va chercher à un moment donné à récupérer des informations donc via les salariés. Donc ça peut être par exemple récupérer des informations sur l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ça peut être par exemple les informations sur LinkedIn ou même sur les réseaux sociaux privés personnels des salariés, comme par exemple Facebook ou d'autres réseaux sociaux où on pourrait laisser des informations personnelles, donner certains éléments qui en fait sont visibles de tous puisque sur internet et qui pourront être récupérés par un pirate. Donc toute porte d'entrée, toute faille est intéressante pour un pirate qui va chercher à contacter l'entreprise. Dernièrement, il y a aussi des attaques directement par téléphone. Donc par exemple, un pirate qui va appeler le standard de l'entreprise, se faire passer pour un client pour avoir des informations sur l'agenda du dirigeant de l'entreprise ou du comptable, par exemple. Donc c'est des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et qui ne passent pas forcément tout de suite par les outils numériques, mais qui fait le lien avec l'humain, avec les salariés de l'entreprise. À l'issue de cette première phase de reconnaissance, le pirate identifie donc la faille et va pouvoir s'introduire sur le réseau. Donc ça va être par exemple via un mail de phishing, puisque on l'a vu en introduction, le phishing c'est la première porte d'entrée des attaques. Il est très facile de mettre en place un serveur malveillant, de se créer une adresse mail avec un nom qui ressemblerait à un nom légitime. Donc là aussi, lorsque vous recevez un mail qui vous paraît légitime, mais qui peut-être vous mettrez le doute. Ce qui permet tout de suite de se rendre compte, c'est de regarder l'adresse email qui est attachée au compte. C'est-à-dire qu'il est très facile en fait de changer le nom d'expéditeur, donc le nom que vous voyez apparaître sur votre boîte de messagerie. Par contre, l'adresse mail qui envoie le mail ne peut pas être changée. Donc il faut regarder cette adresse mail. Est-ce que ça correspond vraiment à l'expéditeur voilà, avec qui vous avez l'habitude d'échanger? Ça vaut le coup aussi, via un autre canal de, par exemple, appeler cette personne pour confirmer que c'est bien elle qui est à l'origine, du mail et puis se méfier de tout ce qui va être, pièce jointe, et liens, qui sont contenus dans ces mails. Souvent, on vous pousse à une attaque, à une action rapide, urgente. Donc ce caractère urgent, ça doit aussi vous mettre, la puce à l'oreille, puisque, régulièrement dans les mails de phishing, on va retrouver, des liens qui vous invitent, à naviguer sur un site qui en apparence, a l'air tout à fait légitime, mais qui est en fait un site hébergé sur le darknet et toutes les informations que vous allez, saisir, sur ce site vont pouvoir être récupérées par un pirate. Idem, dans le cadre d'une pièce jointe verrouillée, donc une pièce jointe qui contient un virus. Vous allez télécharger cette pièce jointe en pensant que c'est légitime. La pièce jointe se télécharge et sur le coup, heu, bah, tout est normal. Vous ne voyez rien sur votre, PC, alors qu'un virus, s'est installé, en arrière-plan. Ce virus peut dormir quelques mois, le temps d'arriver à ses fins, donc peut-être, de se propager sur l'ensemble du réseau, via ce premier poste, d'aller chercher, voilà, des fichiers qui sont, intéressants pour le pirate. Donc ça, c'est la troisième étape, ça va être la partie capture et exploitation. Donc le pirate, peut se promener, dans le système d'information, dans le réseau informatique de l'entreprise, en toute impunité, en toute légitimité. Il peut se faire passer donc, par un collaborateur vu que, via le virus qui a été, installé et va pouvoir récupérer des données, exfiltrer, des données de l'entreprise et ça encore, ce sont des actions qui passent, totalement, inaperçues. Jusqu'au jour où, le système informatique de l'entreprise, est paralysé, toutes les données sont chiffrées et donc c'est là
qu'on voit apparaître le ransomware, donc c'est-à-dire qu'on démarre son PC et qu'on a un message qui indique que toutes les données ont été chiffrées et que pour récupérer les données de l'entreprise, il faut payer une rançon. Eh bien, ce rançongiciel, ce ransomware, il était en vérité présent depuis de nombreux mois sur le poste de l'entreprise et il se réveille au moment opportun. Donc pendant tous ces mois où le virus n'est pas découvert, il fait des dommages et finalement au moment où il se produit, c'est finalement trop tard puisque l'entreprise va être soumise tout d'abord à une désorganisation, puisque le sujet de la cybersécurité n'était peut-être pas encore pris en compte dans cette entreprise. Donc le jour où ça arrive, on va se demander quelles sont les actions à prendre, qu'est-ce que je fais? Je suis peut-être en rendez-vous avec un client, donc comment je fais en sorte de pouvoir continuer mon activité? Donc c'est aussi des questions qui se posent. Et puis il va y avoir derrière tout ce qui est lié au dépôt de plainte, au fait de prévenir également la CNIL en cas de violation de données. Donc voilà, toutes ces choses à prendre en compte. Et à l'issue donc de la phase de capture et d'exploitation, le pirate va chercher à effacer ses traces et donc à se dissimuler, à quitter le réseau donc avec les données de l'entreprise et à disparaître pour ne pas être retrouvé. Donc ça, ce sont les étapes théoriques d'une attaque. Je vous propose maintenant de passer à un cas beaucoup plus concret qu'on a pu observer chez l'un de nos clients. Donc sachant que ce client était doté d'un service de supervision et d'alerting pour justement prévenir toute intrusion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ce client, donc qui est une PME du secteur juridique, pour qui on a pu détecter un malware qui était présent sur les postes. Et donc là, comme en général, la première étape, ça a été un mail de phishing, donc un mail qui à première vue paraissait totalement légitime, qui contenait en réalité un lien vers une page hébergée sur le dark web. Un collaborateur a cliqué sur ce lien, a navigué sans le savoir sur le site qui paraissait tout à fait légitime. Et pendant ce temps, toute l'activité donc de ce collaborateur sur le site hébergé sur le dark web a pu être vue par le pirate qui a pu récupérer des informations et qui a pu donc déposer un malware sur le poste du collaborateur. Et ce malware, donc le malware Cryptis, c'est un cheval de Troie. Il se dépose sur le poste et une fois qu'il est installé, il va permettre à un pirate à distance de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, puisque ce malware va permettre de faire des captures du clavier. Donc tout ce qui va être tapé par le collaborateur est récupéré par le pirate, donc notamment des mots de passe, des logins de session, potentiellement des codes de carte bleue. Le pirate va pouvoir également faire des captures écran, par exemple, de l'activité et tout ça, ça passe en arrière-plan. C'est-à-dire que l'utilisateur ne se rend même pas compte qu'il est observé en ce moment même. Ce client, heureusement, était équipé d'une solution de surveillance. Donc le fait de naviguer sur le dark web, ça a généré une alerte auprès de nos services. Donc l'équipe de sécurité a pris rapidement contact avec le client pour faire ce qu'on appelle une levée de doute. C'est-à-dire que dans le cadre d'alerte, on va vérifier avec le client si l'activité était légitime ou si elle révèle les prémices d'une attaque. Et le fait d'appeler le client a confirmé la présence de ce malware. La conclusion de ce cas, c'est que cette attaque, qui aurait pu être désastreuse pour l'entreprise, a pu être évitée dans un laps de temps de 2 heures et les pertes estimées pour ce client se chiffraient à 500 000 €. Dans ces 500 000 €, on a donc les coûts directs, donc ce dont parlait Radou précédemment sur le fait de démarcher une société pour aider l'entreprise à se sortir de cette attaque. La paralysie aussi de l'activité pendant parfois des semaines, donc c'est aussi une perte. Et puis des coûts qu'il est plus difficilement où c'est plus difficile de chiffrer sur finalement l'image de marque de l'entreprise, la perte de confiance des clients, puisque en général les entreprises qui se font attaquer sont connues par la suite. Il y a des articles dans la presse.
Donc ça peut faire fuir les futurs clients. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc dans cet exemple-là, tout s'est bien fini puisqu'on a été en mesure de détecter rapidement les attaques. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que sans système de supervision, une attaque peut mettre jusqu'à 6 mois à être découverte. Je vous propose de passer maintenant à la suite sur la partie réaction justement en cas d'attaque. Et je vais vous proposer un petit sondage pour démarrer. Donc en 2023, quelle est la cyberattaque qui a occasionné le plus de demandes d'assistance selon vous? On voit que ça a l'air assez équilibré. Donc, une petite majorité pour hameçonnage phishing, rançongiciel et ransomware est juste derrière. Et en troisième, piratage de compte. Je ferme les votes pour les publier. Tac. Je te laisse commenter, Mélanie. Oui. Donc la bonne réponse c'était la dernière, c'était le piratage de compte qui a occasionné le plus de demandes d'assistance. Et on remarque également qu'au cours des 3 dernières années, le nombre d'entreprises de moins de 10 personnes qui ont été attaquées a doublé. Donc c'est aussi un chiffre à prendre en compte sur le fait que les petites entreprises sont aussi une belle opportunité pour les pirates. Je vais vous proposer un second sondage, donc dans la même logique. Qu'ont fait la majorité des victimes de cyberattaques selon vous? Et donc vous aviez raison, en effet, c'est mettre en place de nouvelles mesures suite à cette cyberattaque. Donc c'est ce qui se passe, généralement. Une entreprise commence à s'intéresser, et à vouloir mettre en place, des outils et des actions pour, renforcer sa sécurité à la suite, d'une attaque. Donc c'est souvent, en réaction, c'est souvent à ce moment-là, qu'on prend conscience, justement, des risques, et puis des intérêts donc, à mettre en place, des actions pour se prémunir, à l'avenir des cyberattaques. Et Je justement viens de voir que mon micro a été coupé, pardon. Mais ça n'empêche pas qu'on peut porter plainte ou demander de l'aide à l'assurance. ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, et c'est, d'abord, et c'est d'ailleurs, ce qu'il faut faire en effet de porter plainte en cas C'est ça. de Et pour demander de l'aide à l'assurance, sauf erreur, il faut justement porter plainte. oui, tout à fait, ça fait partie, des actions. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier justement de savoir est-ce qu'on a une assurance, liée à la cybersécurité? Quelles sont les conditions? Comment mon assureur peut m'aider? Donc c'est pour ça que c'est pas la réponse qui est en majorité, c'est qu'on n'y pense pas forcément et donc on passe à côté. Alors que peut-être qu'on peut bénéficier d'aide justement, dans le cadre de la résolution, du sinistre et également pour le dépôt de plainte, c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément connues, mais qu'il faut savoir et je vais laisser Radou enchaîner là-dessus.
Tu as ton micro coupé, Radou. Non, on t'entend pas. Ouais, non, mince. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, dans le pire des cas, Radou, ce qu'on peut faire, c'est que tu actualises ta page, ça va t'éjecter, ça va prendre quelques secondes seulement, et puis comme ça, je te fais rentrer. Alors, hop, voilà. Maintenant, il faut que tu actives ta caméra et ton son. Voilà, c'est bon. Et le son, et toujours pas le son. Ouais. Ah, le son? Ah si, ça y est, ça y est, ça y est. Pardon. Voilà, super. On est Désolé, reparti. c'est un petit souci technique de casque. Est-ce Ce qu'on que je aurait été disais, c'est qu'en cas cyberattaqué? d'attaque, voilà, si on avait été cyberattaqué sur le casque, parce qu'on parlait des attaques par téléphone, là, pour le coup, la première réaction, c'est on a souvent envie de trouver une solution rapidement et donc du coup de s'en sortir, mais il ne faut surtout pas essayer de s'en sortir que par ses propres moyens. Donc deux réflexes à avoir. Le premier, c'est de ne pas attendre, parce qu'on le voit, le temps en fait peut jouer contre soi. Donc ce qu'on recommande, c'est de déposer plainte dans les premières 72 heures. Donc c'est la première chose à faire. Il y a une interface et du coup une cellule dédiée au niveau de la police nationale, donc pour pouvoir déposer plainte en cas de cyberattaque. Donc ça, c'est le premier élément, ou en cas de suspicion de cyberattaque, parce que parfois on n'est pas sûr. Et c'est donc le préalable à la déclaration après du sinistre si en cas de cyberassurance. Donc c'est une chose qu'on recommande souvent de s'équiper d'une assurance parce que ça permet de pouvoir être dédommagé en cas de cyberattaque. Et évidemment, les conséquences d'un cyberincident, malheureusement, elles ne sont pas que financières. C'est pour ça que la cyberassurance, c'est une très bonne chose. Mais la partie réputationnelle et opérationnelle ne pourra pas être couverte. Et pour ça, du coup, c'est plutôt des outils et des processus qui permettent de pouvoir y répondre. Donc, c'est un complément à la cyberattaque. Donc, voilà pour les premiers conseils pour commencer. Et du coup, dans les autres recommandations sur, pour pouvoir se prémunir, je ne vois plus le support. Je vais essayer de le partager. Je le remets. Ouais, parfait. Sur les autres recommandations pour réagir en cas de cyberattaque, le premier élément qu'on va recommander, ça va être du coup de prendre en charge la crise. Donc du coup, c'est évidemment, comme on disait, déclarer auprès de l'assureur, mais surtout de mettre en place une cellule de crise. Donc voir comment est-ce qu'on va communiquer, quels sont les impacts, qui est touché. Donc comme une crise de communication en fait. Donc c'est souvent la première étape, c'est de se mettre dans une situation de gérer cette cyberattaque. Le deuxième point, c'est de ne pas payer de rançon, on en a parlé précédemment, parce que souvent les données qui sont corrompues, elles le sont définitivement. Donc on n'a pas forcément la possibilité de les retrouver aisément. Ensuite, de demander une assistance technique, donc soit au travers d'un prestataire, si on a un prestataire informatique, soit du coup de s'appuyer sur les outils dont on dispose, et ensuite seulement de communiquer en interne et en externe, évidemment. Donc déjà au niveau des collaborateurs, parce qu'ils sont souvent liés par une clause de confidentialité, et avec un juste niveau d'information pour ne pas induire un effet d'inquiétude et ne pas trop les alarmer non plus. Et puis en externe, évidemment, en essayant de préserver au maximum l'image si on a été cyberattaqué.
Et donc, dans la préparation et l'anticipation, comment on peut se préparer et anticiper ça pour ne pas se retrouver du coup face à la cyberattaque? On a 3 volets de risque qu'on évoque souvent. Un volet humain, c'est le premier en fait, le facteur humain, c'est vraiment la porte d'entrée de la cyberattaque. On l'a vu avec le piratage de compte, avec l'arnaque au président. C'est vraiment, ce qu'on va viser puisqu'on considère que le maillon faible, c'est le maillon humain. Donc, là-dessus, ce qu'on recommande, c'est de la formation, de la sensibilisation et puis des audits qui permettent de, mettre en lumière, peut-être certaines failles. Le deuxième point, c'est les aspects techniques. Alors, le plus courant, c'est l'antivirus pour protéger les postes de travail, mais on a aussi du contrôle d'identité. Vous le voyez souvent quand vous le faites auprès de votre banque, de l'authentification avec plusieurs facteurs pour vérifier l'identité. Ça a été de plus en plus renforcé et c'est dû évidemment aux cyberattaques. La sauvegarde des données, ça ne dédouane pas effectivement tous ces contrôles pour pouvoir bloquer en fait l'entrée du cyberattaquant. Ça ne dédouane pas du fait de sauvegarder les données parce que ça permet d'avoir une copie sécurisée qu'on va pouvoir restaurer en cas d'attaque. Et le dernier point qui est la sécurité du réseau, c'est ce qu'on appelle un pare-feu souvent. C'est ce qui permet de filtrer les accès entrants pour éviter que ce soit des accès illégitimes. Donc, quand vous utilisez en télétravail, par exemple, un accès VPN nomade, c'est effectivement pour sécuriser l'accès aux données au travers du réseau. Et enfin, le dernier point, c'est l'humain et le technique qui fonctionnent bien quand il y a une organisation qui est mise en place pour gérer justement les risques. Et donc, typiquement, le fait d'identifier un responsable des données, si on a notamment des données à caractère personnel, c'est un point très important. Documenter l'informatique, donc dire voilà quelles sont les procédures, où est-ce qu'on peut trouver les informations et définir un processus de crise parce qu'on l'a vu, la problématique c'est pas simplement de se dire qu'est-ce qu'on va faire en cas de cyberattaque, c'est on sait que la cyberattaque risque d'arriver, donc en fait il vaut mieux s'y préparer. Je vais vous proposer un... Oui. Non, je me permets de rajouter aussi que tout ce process d'anticipation peut faire partie de votre document unique aussi. Le document unique qui est une pièce qui est aujourd'hui obligatoire et qu'on oublie souvent. Et pourtant, ça tombe sous le coup de la loi. Si vous ne l'avez pas et que vous avez un contrôle, vous pouvez avoir une amende aussi. Donc, et puis au-delà de ça, c'est toujours important d'anticiper les risques et de tout prévoir. Les risques cyber, mais aussi tout le reste, pour la santé de vos salariés, notamment la santé et la sécurité de vos salariés. Donc pensez-y aussi. Merci. Donc je vous propose un nouveau sondage qui va apparaître dans quelques secondes. Quelle est la plus grande crainte face à une potentielle cyberattaque ? Donc, sous-entendu, la plus grande crainte pour les chefs d'entreprise. Pour ceux parce que je vois que tout le monde ne répond pas, pour ceux qui n'ont pas accès au questionnaire, donc parmi les réponses, on a vol, perte ou fuite des données. Ensuite, on a fermeture de l'entreprise, ou on a perte financière et interruption de service. On vous laisse quelques secondes de plus pour répondre. On va fermer le vote pour pouvoir le publier. Allez, je ferme. Hop. Donc, on voit 50% perte financière, interruption de service, et ensuite 25-25 pour les deux autres réponses. Vol, alors la réponse, c'était en premier lieu, c'est le vol, la perte ou les fuites de données qui sont la principale crainte. Donc, en effet, ces potentiels vols et pertes peuvent mener derrière à des pertes financières et des fermetures dans l'entreprise. Mais en tout cas, la première préoccupation, c'est donc bien de pouvoir conserver ces données et celles de ses clients en sécurité. Je vous propose un dernier sondage. À votre avis, combien d'entreprises de moins de 10 salariés ont mis en place un plan d'action cyber ?
Ah oui, il faut quand même le voir avec eux. Oui. Oui, ça, c'est pas non. Et là, parce qu'en fait, si tu veux, là, quand Alors, on est à 78% sur 20%, 22% pour 26% et rien pour 40%. Donc, les réponses étaient 20, 26% ou 40%. Dans la réponse, combien d'entreprises de moins de 10 salariés ont mis en place un plan d'action cyber? Oui, Et la et bonne donc réponse, vous aviez juste, c'est bien 20% des entreprises qui mettent en place un plan d'action cyber. Il y a de nombreuses raisons qui sont dues à ça. Tout d'abord, il n'y a pas forcément de budget qui est dédié pour la cybersécurité. Ou également le dirigeant ne sait pas par où commencer, puisqu'il existe plein d'outils qui peuvent mettre qui peuvent être mis en place, et donc on se sent un petit peu perdu face à tout cela. Et puis ce n'est pas forcément un sujet prioritaire pour les chefs d'entreprise. Il y a d'autres sujets qui peuvent arriver en tête, comme par exemple avoir une box internet. Voilà, c'est des sujets qui peuvent passer en priorité, et malheureusement la cyber passe en second plan. Et comme on l'a vu précédemment, souvent on va s'en préoccuper une fois qu'on a été confronté à une attaque, puisque c'est là qu'on voit tout l'intérêt de justement mettre en place des actions. Et donc pour cela, Radu va nous donner quelques clés pour commencer. Effectivement, le plus difficile, c'est de se dire par où on commence, et l'idée, c'est d'être concret. On vous a mis à droite quelques ressources d'ailleurs, mais le premier point, puisqu'on disait que le facteur principal était le facteur humain, c'est de sensibiliser et de former sur le risque une fois par an. Mélanie, qui vous présente ce webinaire, a eu l'occasion de le faire, par exemple, auprès de notaires. Donc, c'est des choses qui, dans la récurrence, de la même manière qu'un exercice incendie, en fait, portent vraiment leurs fruits pour éviter en fait des tentatives de phishing notamment. Le deuxième point, c'est d'authentifier et de contrôler les accès. Donc ça, on peut le faire simplement en mettant un annuaire. Donc un annuaire qui permet d'avoir les accès. Qui permet d'avoir les accès justement tous regroupés au même endroit, et une politique de mot de passe, ce qu'on appelle robuste, donc un peu plus compliqué, échangé de manière récurrente. Et ça, vous avez des outils également qui existent. Il y en a deux qui sont recommandés par l'État, qui sont LogPass par exemple et KeePass. Mais il y en a bien d'autres sur le marché qui aujourd'hui fonctionnent assez simplement pour permettre justement d'enregistrer ces mots de passe et de ne pas avoir toujours le même en fait qu'on s'est noté sur un bout de papier. Ensuite, le fait de sécuriser les postes de travail. Donc l'antivirus, c'est la première solution à laquelle on pense, mais il y a également l'EDR, donc il y a un antivirus renforcé, donc Endpoint Detection Response, qui du coup est mise à jour le plus régulièrement possible, justement pour tenir compte des nouvelles attaques. Et la sauvegarde des données qu'on recommande de faire une fois par jour. Alors, c'est pas seulement pour pouvoir sauvegarder les données en cas de cyberattaque, mais c'est aussi une bonne pratique pour pouvoir retrouver des fichiers qu'on n'est pas sûr de savoir qu'on a supprimés par erreur, et d'avoir d'anciennes versions. Et enfin, du coup, les derniers points d'un point de vue sécurité du réseau, du coup le VPN nomade, l'accès à distance quand on est en télétravail notamment, ou qu'on travaille d'un coworking, et de fait le séparer, le Wi-Fi invité. Donc quand on est dans les cadres d'une entreprise, ça permet d'accueillir des personnes externes, donc des consultants ou des personnes du coup des prestataires, et de pouvoir leur donner accès à un réseau Wi-Fi, mais qui ne soit pas celui de l'entreprise, et donc de ne pas se faire pirater les données de l'entreprise. Et enfin, évidemment, le fait d'assurer le maintien à jour de ce système, c'est le fait de mettre un référent en place, une procédure, et puis une fois par an de faire ce qu'on appelle un scan de vulnérabilité. Un scan de vulnérabilité, c'est quelque chose qui va regarder toutes les différentes failles, et notamment ça se fait à partir d'une adresse
IP, donc c'est à partir d'un site web. Donc ça, c'est une chose qu'on peut assez aisément mettre en place. Hop. J'ai perdu le... Bien. Et donc pour commencer justement à mettre en place, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez bénéficier de subventions. Et Mélanie va... Oui, puisque comme je le disais auparavant sur le fait de mettre en place un plan d'action cyber, l'un des freins, ça reste le budget, puisque il peut y avoir d'autres priorités quand on démarre son entreprise. Et c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément connues, mais il existe diverses aides justement pour vous soutenir, pour mettre en place les premières actions pour renforcer la sécurité de votre entreprise. Et notamment, il y a une initiative de Région Sud qui s'appelle Urgence Cyber, qui vous permet donc d'être aidé à hauteur de 50% sur vos dépenses pour justement investir dans les bons outils pour vous prémunir contre les attaques. Il existe aussi BBI France qui vous permet de prendre en charge à hauteur de 50% votre diagnostic cybersécurité. Donc ce diagnostic, c'est un état des lieux de votre sécurité au niveau organisationnel et technique pour voir où vous vous situez par rapport à l'état de l'art, pouvoir identifier vos failles afin de renforcer votre système. Et enfin, la troisième aide, mon aide cyber, qui est orientée collectivité territoriale, qui va financer des projets autour de la cybersécurité. Donc ce sont 3 initiatives à connaître. Je précise qu'on a fait un focus sur la région Sud parce que l'IRCE, sa mission est principalement axée sur la région Sud et qu'en plus le siège national de FreePro est à Marseille. Mais n'hésitez pas à vous renseigner dans chacune de vos régions, pour les personnes qui ne viennent pas de la région Sud. Les régions, vous savez, depuis quelques années maintenant, ont la responsabilité du développement économique. Et donc, en général, quand il y a des initiatives sur la stratégie d'entreprise et sur les risques, c'est souvent les régions qui les proposent. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de votre région, s'il y a des aides de ce type. Merci Christophe. Et pour finir, donc un petit mot sur FreePro et ce qu'on propose justement aux entreprises. On a 2 catalogues d'offres. Donc d'une part, des offres pro qui sont en main et simples pour les entreprises, surtout au niveau de la téléphonie, du réseau, avec un bon rapport qualité-prix et un catalogue de solutions experts qui vont adresser les enjeux liés au cloud et à la cybersécurité notamment pour répondre aux besoins plus spécifiques des entreprises. Donc l'idée derrière, c'est que FreePro peut vous accompagner sur les différentes étapes clés pour vos entreprises et notamment sur la cybersécurité. Nous avons un catalogue d'offres qui permet de répondre à chacun des besoins pour être accompagné, donc aussi bien sur des prestations intellectuelles du type audit, de la sensibilisation, que sur la mise en place d'outils un peu plus évolués, donc notamment Radou évoquait l'EDR, donc la supervision des postes de travail, des smartphones et des serveurs pour mettre en avant des comportements anormaux et pouvoir détecter les cyberattaques. Et qui peuvent vous accompagner durant les étapes clés pour votre entreprise et surtout réduire les risques et limiter donc les pertes financières et les autres risques liés à l'image de marque et à ce qui pourrait impacter vos clients. Ce webinaire est désormais terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on a une grosse dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, voilà, vous pouvez utiliser le chat sur la droite. J'imagine qu'il y en a. Je vois que plus haut, il y avait quelques questions, mais on a pu soit y répondre en direct, soit même d'autres participants ont répondu aussi. Donc, c'est bien, il y a eu une émulation intéressante. Alors là, on a une première question de Anglionin. Je suis une organisation avec une maison mère et plusieurs entités multinationales. La maison mère est en charge de la sécurité du SI et découvre une faille dans une des multinationales.
Cette faille peut être exploitée, elle est longue, là, je vais essayer de bien la séquencer la question. Cette faille peut être exploitée pour de la fuite de données de clients de la maison mère. Quel levier juridique la maison mère a-t-elle afin que la multinationale mette en œuvre les actions pour corriger cette faille? Est-ce que c'est clair pour vous, Radou et Mélanie? Alors, je relis la question. Donc, on a une maison mère, on a plusieurs entités multinationales dans plusieurs pays. La maison mère est en charge de la sécurité du SI. Elle découvre une faille dans une des filiales. Cette faille, elle peut avoir une incidence sur les données de la maison mère. Est-ce qu'il y a des leviers juridiques et la mise en place de chartes pour protéger la maison mère et corriger cette faille? Alors dans tous les cas, l'entreprise, elle sera responsable. C'est-à-dire qu'en effet, si cette faille, demain est exploitée et qu'il y a une cyberattaque, bah, en effet, la multinationale va devoir, rendre des comptes, à ce niveau-là. C'est directement, le chef d'entreprise qui sera responsable de l'attaque. Après, donc là, je vois qu'il y a une faille qui a été découverte. Donc en effet, si la faille a été découverte, potentiellement, vous avez aussi un plan d'action derrière pour, la corriger. J'imagine qu'elle a été détectée, via, une prestation qui a permis, de lever cette faille, et de vous apporter, des réponses. Donc je pense que ça va être de la responsabilité de la personne qui est en charge de la sécurité du SI, de pousser, voilà, de relancer, les personnes au niveau de la multinationale pour qu'ils mettent en place les correctifs, nécessaires, puisque là, en l'état, c'est une faille, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas été exploitée, donc il n'y a pas de cyberattaque. Mais en effet, cette faille, elle pourrait mener, à une attaque si elle est connue, par un pirate. Heu et dans la mesure où cette faille aura été connue, pourrait y avoir, des répercussions. Et vous parlez de possibilité d'une charte. Je pense qu'on revient sur le sujet du document unique, en fait. C'est le document unique qui doit donner ce cadre sur la gestion des risques et les responsabilités de chacun. Et ça, il faut le faire avec un juriste. Je ne pense pas qu'aucun de nous trois n'ait la compétence en la matière. Il faut vous faire accompagner de juristes. Non, par contre, nous, dans le cas, par exemple, d'Iliad, donc qui est la maison mère, et nous, FreePro, qui sommes une filiale d'Iliad, il y a un responsable de la sécurité des systèmes d'information, un responsable de la sécurité informatique dans chacune des entités. Et effectivement, le plan de sécurité des systèmes d'information, il est partagé entre les différentes filiales. Donc, il doit y avoir des échanges réguliers entre les filiales et la maison mère. Et la maison mère a évidemment autorité pour pouvoir pousser à corriger les failles au niveau des différentes filiales. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a un temps de latence, forcément le temps qu'on écrive. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui réagissent par rapport à la question d'avant. Et je ne vois pas de nouvelles questions pour l'instant. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, est-ce que éventuellement, Radou, Mélanie, vous avez un dernier élément à donner avant qu'on conclue ce webinaire? Merci à tous pour votre attention. On vous souhaite de passer un bel été et surtout de bien prendre en compte effectivement ces risques de cybersécurité au travers des outils qu'on a mis à disposition. Et n'hésitez pas, s'il y a des éléments complémentaires qui vous viennent par la suite, à contacter l'IRCE et relayer évidemment les questions ou les besoins que vous pourriez avoir. Oui, puis vous avez le support. Je réponds comme ça en même temps à la question qui est posée par Gauthier. Dans le support, vous pourrez télécharger le support. Vous aurez un lien pour télécharger le support et effectivement vous en servir pour sensibiliser les équipes sans problème. Merci à tous. Merci à Radou, merci à Mélanie pour cette intervention. Et je vous donne rendez-vous. Habituellement, on a un webinaire tous les mois, mais là, il se trouve qu'on en a un autre jeudi
sur un sujet digital aussi, mais on va dire plus dans le côté positif du digital. Il en faut aussi. Et comment être plus visible sur les moteurs de recherche en travaillant son SEO, son référencement naturel. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous allez sur la chaîne de l'IRCE sur Webikio et puis vous vous inscrivez au webinaire. C'est gratuit comme toujours. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonne Au journée. revoir.